Et si l'intelligence artificielle pouvait influencer notre façon de penser, c'est malheureusement ce que révèle une étude portant sur les outils d'aide à l'écriture. Les fusées polluent en revenant sur Terre, on s'en doutait, mais on en a maintenant la preuve grâce à la toute première étude du genre. Un microscopique robot totalement autonome, capable d'interagir avec son environnement et même de se déplacer, c'est la photo scientifique que vous avez choisie. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous dans cette émission Avec Dessy où on traite de l'actualité scientifique 2 fois par mois. Et cette fois-ci, c'est la 20e émission déjà. 20e, c'est fou. 20e. Merci de nous rejoindre si c'est votre première fois ici. Et merci à tous ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là depuis 20 émissions peut-être. Et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Si jamais c'est la première fois que vous nous rejoignez, sachez que tout au long de l'émission, on vous propose aussi de deviner une actualité mystère qu'on révèle à la fin. Et pour ça, on vous donne des indices. Premier indice. Vas-y. Premier indice, je suis une petite bosse osseuse plus ou moins visible. Et pour les gens qui nous soutiennent sur Ulule, parce que cette émission existe grâce à Ulule, on vous donne un petit indice supplémentaire. Réponse à la fin de l'émission, ce sera la dernière actu dont on traitera. Et on démarre tout de suite parce qu'on a quand même un gros programme. Gros programme. Actualité, c'est intéressant. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait influencer nos opinions ? Alors pas en nous disant directement quoi penser, mais simplement en nous aidant à écrire. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les assistants d'écriture basés sur l'IA sont littéralement partout. On pense à l'écriture de mails, dans les logiciels de traitement de texte, dans les moteurs de recherche, dans les chatbots sur les sites internet. Bref, partout, et tous les systèmes nous proposent des suggestions automatiques de mots, de bouts de phrases, des reformulations, des questions à poser, etc. Et la question de l'étude dont on vous parle aujourd'hui est assez simple. Est-ce que ces suggestions peuvent aussi influencer ce qu'on pense vraiment ? Alors pour répondre à cette question, les chercheurs ont mené une expérience avec plus de 2500 participants. Chaque participant devait écrire un court texte pour argumenter et donner leur opinion sur différents sujets de société et politique assez sensibles et polarisants. Comme par exemple sur les tests standardisés dans le domaine de l'éducation, la peine de mort, le droit de vote pour les personnes condamnées pour crime, la culture des OGM, etc. etc. Des sujets c'est lourd. Assez lourds. Des lourds sujets. Et concrètement, on a demandé aux participants d'écrire au moins 5 phrases pour répondre à une question du type « Que pensez-vous de ce sujet ?» On a plusieurs groupes. D'abord, le groupe contrôle, classique. Les participants écrivent sans aucune suggestion de l'IA. À l'ancienne. Avec la petite plume, tout ça. Comme on savait faire à l'époque. Exact. Et le deuxième groupe a droit à un assistant IA qui lui propose des suggestions automatiques pour continuer leur phrase. Et c'est là que les chercheurs ont introduit un petit twist. Les suggestions n'étaient pas neutres. Elles étaient biaisées vers une position précise sur le sujet en question. Par exemple, si le sujet était « Est-ce que la peine de mort devrait être illégale ?», l'IA pouvait être configurée pour suggérer des phrases contre la peine de mort. Par exemple, « À mon avis, la peine de mort devrait être illégale aux États-Unis parce qu'elle viole le 8e amendement ». Bref, une argumentation clairement orientée. Et après avoir écrit leur petit texte, les participants devaient indiquer leur position sur le sujet à l'aide d'une échelle de 1, pas d'accord avec la position, à 5, tout à fait aligné avec cette position. Et les chercheurs avaient en plus une mesure avant l'expérience, prise plusieurs semaines plus tôt, sans que les participants sachent vraiment que ce soit relié à l'étude principale évidemment. Tout ça, ça permet de comparer la position de départ versus la position après la rédaction du petit texte. Côté résultat, il y en a beaucoup, mais on va vous résumer tout ça. Le résultat principal qui est vraiment majeur dans cette étude, c'est que si on compare les opinions avant d'écrire le texte et après avoir écrit, les personnes qui ont écrit avec l'IA biaisée ont décalé leur opinion vers celle de l'IA, alors que ceux qui ont écrit seuls n'ont pas changé d'opinion. Donc on parle d'un changement de 0,4 points sur une échelle de 1 à 5, celle dont on parlait. Et deuxièmement, ce qui est surprenant encore, c'est que ce n'est pas juste le fait de lire les arguments qui nous influencent. En fait, dans un autre groupe, ils ont simplement fait lire les arguments biaisés de l'IA sous forme de liste avant d'écrire. Donc vraiment juste une liste là. Comme un petit document en avance. Exactement, ouais. Donc vraiment pas de suggestion dans l'écriture. Eh bien figure-toi que l'impact sur l'opinion était beaucoup plus faible. Donc ce serait vraiment le fait de co-écrire, d'écrire ces mots-là soutenus par l'IA avec son clavier qui modifierait donc notre opinion. Donc plus on valide les suggestions et plus on change notre avis. Troisième résultat intéressant, assez frappant, dans les groupes exposés à l'IA, la majorité des participants et des participantes considèrent que les suggestions étaient raisonnables et équilibrées. Et beaucoup disent aussi qu'elles n'ont pas vraiment influencé leurs pensées. Or, les données montrent l'inverse. Leurs attitudes ont bel et bien bougé vers la position suggérée par l'IA. Donc l'influence est non seulement réelle, mais en plus, elle est inconsciente.
Alors, maintenant la question qui arrive automatiquement, comment est-ce qu'on explique ça ? Ouais, alors les chercheurs ont relié ça à une idée connue en psychologie, le paradigme, le comportement influence l'attitude. En gros, si je me mets à écrire en faveur d'une idée, même subtilement, ça peut me pousser ensuite à me percevoir comme plus aligné avec cette idée. Et donc si on va un peu plus dans le détail, les chercheurs évoquent plusieurs possibilités, on vous en cite 2. La première, une forme de dissonance cognitive. Je viens d'écrire ça, donc je tends à m'y conformer. Et deuxième chose, un effet d'auto-perception. Je vois mon propre texte, donc je déduis ma propre opinion sur ce que je viens d'écrire. Autrement dit, même si l'idée vient partiellement de l'IA, le fait qu'elle passe par mes propres doigts, mes propres phrases, mes propres mots, mon propre texte, peut la rendre plus persuasive. Et même si on ne sait pas vraiment exactement comment expliquer les mécanismes psychologiques derrière cette influence, même si on a des hypothèses, le fait est que l'influence est réelle et on l'a même mesurée. Sur ça, on n'a pas vraiment de doute, quoi. Ouais, c'est important de le préciser. Donc là, on pourrait se dire, il suffit de prévenir les gens, on leur dit attention, l'IA peut être biaisée et pouf, problème réglé. Ouais. Sauf que non. Si seulement. Si seulement. Ils ont pensé à cette idée-là et ils ont testé cette hypothèse-là dans 2 groupes. Le premier groupe, le groupe warning, donc les chercheurs préviennent les participants à l'avance. En gros, attention, les suggestions de l'IA pourraient soutenir une position différente de la vôtre et potentiellement biaiser votre écriture. Donc ici, on teste si le fait de rendre les gens méfiants réduit l'effet ou pas. Et un deuxième groupe, le groupe débrief, où les participants reçoivent l'avertissement après la tâche d'écriture, juste avant de dire si leur opinion a été modifiée ou non. Donc là, on teste une forme de débiaisage après coup. Si on dit aux gens, après l'exercice, qu'ils ont peut-être été influencés, peut-être que ça corrige leur réponse sur « est-ce que j'ai été influencé ?» Non, malheureusement. Ni l'avertissement clairement écrit avant la tâche, ni le débriefing après la tâche ne réduisent significativement le déplacement d'opinion par rapport au groupe IA standard. Le warning donne au mieux un effet très faible, mais certainement pas suffisant pour annuler l'influence principale selon les auteurs. Et ça, c'est quand même assez inquiétant parce que ça suggère que les petits messages, tu sais, du style qu'on voit en bas des IA génératives, attention, l'IA peut se tromper, attention, l'IA peut être biaisée, vérifiez vos informations, ça suffit probablement pas à limiter ce type de biais, malheureusement. J'avoue que je suis pas si étonnée que ça, de ce point de vue-là. Moi non plus. Parce qu'en général, on lit pas les petits astérix en bas de page. Alors évidemment, comme d'habitude, on va nuancer tout ça, parce que c'est quand même une étude qui chamboule un petit peu, mais il y a des nuances à apporter. D'abord, on parle d'un effet à court terme, parce que l'étude ne dit pas combien de temps ce changement d'opinion dure, ça n'a pas été testé. Est-ce que ça disparaît vite? Est-ce que ça persiste? Est-ce que ça s'accumule avec des usages répétés? Ça, on le sait juste pas encore. Autre nuance, et non pas des moindres, les suggestions de l'IA ici sont volontairement orientées par le protocole expérimental. C'est pas vraiment le même usage que ce qu'on a actuellement par tous les assistants IA que l'on peut trouver. On peut espérer qu'ils sont un peu moins biaisés que l'IA qui était ici dans le protocole expérimental. C'est évidemment une expérience. Ouais, c'est bon de le souligner, ce point-là, qui je pense est le point très important. Non, cette étude ne dit pas que toutes les IA manipulent forcément les gens. Elle ne dit pas non plus qu'un assistant d'IA d'écriture va vous laver le cerveau, mais elle montre quelque chose de très important. Quand une IA participe à la formulation de nos phrases, elle peut aussi influencer la trajectoire de notre pensée. Le but de cette étude, c'est vraiment de montrer que si le système est biaisé pour une raison ou pour une autre, ce biais peut influencer l'utilisateur. Et ça peut venir des données qui vont nourrir cette IA générative, du prompt, du réglage du modèle en tant que tel, d'un usage malveillant, etc. Donc il y a tout un tas de raisons éventuellement. Et ça veut dire qu'à l'avenir, la question ne sera peut-être pas seulement est-ce que cette IA écrit bien ou bien est-ce qu'elle est utile, mais aussi dans quelle direction est-ce qu'elle nous pousse dans nos idées sans qu'on s'en rende compte, qui finance cette IA-là? Est-ce qu'il y a des valeurs qui essaient d'être mises de l'avant dans ces conditions-là? Il va falloir s'intéresser à autre chose que simplement le résultat que l'on a. On va pas vous mentir, cette actualité-là nous a fait un petit peu peur avec Viviane. On n'est pas genre en mode wouh, rock'n'roll, cette belle actualité. Mais très intéressante cependant. Ouais, donc restons vigilants avec ces IA-là. Dites-nous ce que ça vous inspire, tout ça, dans les commentaires. On vous mettra aussi d'autres recommandations dans la description de vidéos qui parlent d'IA, qu'on pense être intéressantes. Voilà. Dites-nous. On revient à notre actualité mystère qu'on essaie de vous faire deviner. Vous nous direz à partir de quel indice vous avez trouvé. Le premier indice, c'était donc... La petite bosse osseuse. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche, plus ou moins visible. Et le deuxième indice, chez les primates, les humains sont les seuls à vraiment me posséder cette petite bosse osseuse. Très bien. Et on enchaîne avec la prochaine actualité. Actualité waouh!
pour la première fois, des chercheurs ont démontré des preuves de pollution liées au retour des fusées dans l'atmosphère, Viviane. Oui, un nuage d'atomes de lithium a été détecté à environ 96 km d'altitude, donc soit à la frontière entre la mésosphère et la thermosphère. Et ce panache de lithium proviendrait d'un étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX, Falcon 9, pardon, en bon français, de SpaceX, qui se serait désintégré en revenant vers la Terre. L'observation a été faite en février 2025 en Allemagne, à l'observatoire atmosphérique de Königsborn. J'espère que je prononce bien. Ouais, bon, je parle pas allemand, donc je ne peux pas juger. Et les chercheurs ont utilisé un instrument très particulier, un lidar. Alors un lidar, ça fonctionne un peu comme un radar, mais avec de la lumière. On envoie un laser très précis dans l'atmosphère et on mesure la lumière renvoyée par certains atomes. Et ce laser est réglé exactement sur la longueur d'onde à laquelle les atomes de lithium absorbent la lumière. Donc si du lithium est présent dans l'atmosphère, le lidar peut le détecter tout simplement. Et un jour, les chercheurs ont observé quelque chose d'étrange. À environ 96 km d'altitude, la concentration de lithium dans l'atmosphère a augmenté brutalement. Et pas un tout petit peu, elle était 10 fois supérieure au taux habituellement observé à cette altitude. Et ça, c'est très inhabituel parce que dans la haute atmosphère, le lithium est très rare de base. Et en fait, il provient surtout de poussières de météorites qui brûlent en entrant dans l'atmosphère, d'environ 80 grammes par jour selon les chercheurs. Donc une augmentation d'un facteur 10 d'un seul coup, ça c'est énorme. Et ça a intrigué évidemment les scientifiques qui se sont alors demandé ce qui aurait pu provoquer cette anomalie. Et ils ont trouvé un événement intéressant, environ 20 heures avant la détection, un étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de SpaceX est entré dans l'atmosphère. La rentrée s'est produite au-dessus de l'Atlantique, à l'ouest de l'Irlande, donc environ à 100 km d'altitude. Et là, les chercheurs ont fait le lien. L'alliage d'un seul étage de cette fusée contient environ 30 kg de lithium dans sa structure. Face aux 80 grammes par jour naturellement produits, on a un peu un suspect idéal là, qui pourrait expliquer cette hausse brutale. Il y a anguille sous roche, ouais. Mais pour prouver que ce nuage détecté vient vraiment de cette fusée, encore faut-il démontrer que l'air observé au-dessus de l'Allemagne provient bien de cette région. Et c'est là que la partie méthode devient vraiment très intéressante. Oui, les chercheurs ont utilisé un modèle atmosphérique appelé ICON, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui simule la circulation des vents dans la haute atmosphère et ils sont remontés dans le temps, en suivant les trajectoires des vents. Ils ont découvert que cet air chargé en lithium provient très probablement de la région où la fusée s'est désintégrée justement. Autrement dit, le nuage métallique de lithium s'est déplacé de plusieurs centaines de kilomètres dans la haute atmosphère avant d'être détecté en Allemagne. Et les chercheurs ont aussi vérifié que cette augmentation ne pouvait pas être expliquée par un phénomène naturel, évidemment, comme l'activité géomagnétique ou encore la dynamique atmosphérique. Et rien ne correspond à un événement naturel connu. Donc il s'agit très probablement du premier panache de pollution atmosphérique mesuré directement après la rentrée d'un débris spatial. Alors c'est important comme étude parce que c'est la première mesure d'une pollution de la haute atmosphère associée à un retour d'objet spatial. Et la première preuve qu'un tel signal peut être détecté avec un appareil au sol. Ouais. Chaque année, pour petit contexte, là, des centaines de satellites, d'étages de fusées, de débris spatiaux se désintègrent dans l'atmosphère. Et avec les constellations géantes comme Starlink et aussi tous les concurrents qui arrivent, ce chiffre pourrait exploser dans les prochaines décennies. Et à chaque retour dans l'atmosphère, parce que ça finit toujours dans l'atmosphère, selon la composition des objets, des métaux et des particules peuvent se retrouver dans notre atmosphère. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, n'est-ce pas ? Ouais. Alors les chercheurs restent quand même prudents. Cette étude repose sur un seul événement observé, donc on ne sait pas encore quelle quantité de métaux est injectée en moyenne, combien de temps ces atomes restent dans l'atmosphère, ni quel est l'impact chimique exact. Mais pourquoi analyser tout ça ? Tout simplement parce que l'accumulation de métaux dans l'atmosphère pourrait dégrader la couche d'ozone et forcément avoir un impact direct sur le climat. Et peut-être d'autres impacts qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment un premier pas dans une direction qui est intéressante, surtout avec le développement technologique actuel de l'espace. Et avec tous les satellites et toutes les fusées, j'ai l'impression que ça se multiplie puis que c'est vraiment exponentiel. J'ai l'impression que tous les jours, il y a un live d'un départ de fusée. Voilà. Absolument. Mais là où je suis étonnée, c'est qu'on ait une étude que maintenant. Parce qu'il me semble que ça fait longtemps, ça me semble assez évident qu'au moment où ça rentre dans l'atmosphère, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, évidemment que tout reste chez nous, quoi. Ouais. Donc, l'observation a été faite en février 2025. Ça a quand même pris 1 an avant d'avoir la publication. De pouvoir capter ça, l'analyse et ensuite la publication. Donc 1 an quand même. Mais moi, je trouve ça rapide. C'est rapide, oui, t'as raison.
Pour la recherche, pour la recherche, c'est super rapide, quoi. Alors que c'est pas le premier cas d'une fusée qui revient dans l'atmosphère. Non, ça par contre, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, cette actualité-là est particulièrement intéressante parce que là, nous, on tourne, on est le 26 mars 2026, ouais. Mais au moment où vous allez voir cette vidéo, donc dans les premiers jours de avril, ouais. Il y a quelque chose d'important qui va se passer dans le spatial. Hein. Ouais, c'est le début de la mission Artemis 2 avec un équipage qui vont passer une dizaine de jours dans l'espace pour simplement faire le tour de la Lune et ensuite revenir. Théoriquement, à l'heure où on se parle, le lancement devrait avoir lieu le 1er avril en fin de journée, heure de Montréal. Ça va durer une dizaine de jours, donc à l'heure où vous voyez cette émission-là, on devrait arriver à la deuxième partie, voire la fin de cette émission-là, Artemis 2, si tout se passe bien évidemment. Donc amis chercheurs, si jamais vous voulez mesurer ce qui se passe au moment de la réentrée des... Voilà, par contre, alors Viviane, celle-là n'est pas censée exploser. C'est pas censé exploser. Mais je pense qu'il y a d'autres parties qui vont exploser. Ça se peut. Mais on espère que ça va pas exploser quand même. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je pensais aux autres trucs autour. Okay. Si jamais vous voulez voir le bêtisier de chaque émission, sachez qu'il est disponible pour les gens qui nous soutiennent sur Ulule. Et puis parfois, certains bêtisiers sont... Ouais. Moi, je pleure des fois devant les bêtisiers. Là. Oui, je pleure de rire. C'est vrai. Ouais. Bah, tu sais, en même temps... Pas que devant le bêtisier. Il y a des moments où on est obligé d'arrêter le tournage parce qu'on pleure trop de rire et puis il faut qu'on sèche nos larmes. On se calme, voilà. On est trop drôle à... Nous deux, on se voit trop de blagues des fois. C'est quand même... Exactement, des vrais humoristes. Quoi. Écoute, bien sûr. Cette émission est financée grâce à Stup Media qui nous ont donné une subvention pour 6 épisodes. Donc pendant 3 mois, nous sommes financés pile à la hauteur de nos dépenses. Et si vous ne connaissez pas Stup Media, c'est un collectif de journalistes souhaitant assurer l'accès à une information gratuite sans publicité ni placement de produits. On vous met le lien vers leur site web en description. Cela dit, l'idée derrière cette subvention, c'est d'avoir 3 mois de répit financier pour justement vous convaincre de nous soutenir. Leur espoir, et le nôtre aussi, c'est qu'une fois la subvention terminée, on soit indépendant financièrement. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, allez-y sur Ulule, vous aurez accès à des bonus. Donc vous pouvez voter pour la photo du mois, vous avez accès au bêtisier de chaque émission, le débrief de chaque émission. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. On travaille fort pour que vous ayez des bonus qui soient intéressants. Donc merci à tous ceux qui nous suivent déjà aujourd'hui. Cela dit, même si on vous demande de nous soutenir financièrement, pensez d'abord à votre santé financière avant de penser à la nôtre, parce qu'il y a d'autres options pour nous soutenir, parce que vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez la booster aussi. Là, on vous mettra un petit peu comment faire pour la booster. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, c'est une nouvelle option de YouTube. Est-ce que ça marche ? On ne sait pas vraiment. Ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine d'essayer, voilà. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que plus il y a de vues, plus on a de soutien, plus il y a d'argent de la part de YouTube aussi. Donc le partage est un cercle vertueux. Donc booster, liker, applaudissez, partagez, c'est très très efficace également. Merci. Avant d'enchaîner sur le 3e indice et la photo du mois, on voulait vous faire une petite mention spéciale, une sorte de breaking news. On fait pas souvent ça dans Avec Desi. On voulait vous parler du prix Turing. C'est un prix qui souligne la contribution majeure d'une personne dans le domaine de l'informatique. On dit souvent que c'est le prix Nobel de l'informatique, c'est quand même pas rien, qui est remis chaque année depuis 1966. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui ? Parce que le mois dernier, il a été remis à un scientifique québécois, le professeur d'informatique Gilles Brassard de l'Université de Montréal, et nous enregistrons depuis Montréal, nous sommes montréalais. Il partage cette récompense avec son collègue Charles Bennett, un physicien-chercheur du IBM Research aux États-Unis. Les deux hommes ont développé le tout premier protocole de cryptographie quantique, le protocole BB84. L'objectif est de faciliter la transmission sécurisée de l'information grâce à des principes de la théorie quantique qui se concentrent sur l'infiniment petit. Ouais, on vous met plus d'informations de cette nouvelle dans la description. Et de mémoire, Yoshua Bengio avait eu le prix Turing en 2017 ou 2018 ? Alors l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a eu le prix Turing, Yoshua Bengio, qui est un chercheur en IA, de Montréal également. Absolument. Montréal is the place to be. Eh bien oui, c'est ça. On revient à notre actualité mystère avec les petits indices qu'on avait à vous donner ? Ouais. Premier indice, je suis une petite bosse osseuse plus ou moins visible. Deuxième indice, chez les primates, les humains sont les seuls à vraiment me posséder. Et troisième indice, je me trouve tout en bas du visage, à l'avant de la mâchoire inférieure. Je pense que là, ça devient évident.
Quand même. C'est pas mal une description de ce que c'est. J'avoue, quand j'ai lu, c'est là que j'ai trouvé. Et on termine avec une actualité scientifique photo du mois que vous avez choisie sur Ulule pour les gens qui nous soutiennent. Donc merci aux personnes qui ont pris le temps de voter. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà aller voter pour la photo que l'on traitera pour le mois de mai. Voici l'image d'un robot plus petit qu'un grain de sable, microscopique, capable de percevoir son environnement et de réagir de manière autonome, capable aussi de se déplacer, ou plutôt de nager, puisqu'il ne fonctionne que lorsqu'il est immergé dans un liquide. Des chercheurs des universités de Pennsylvanie et du Michigan ont construit les plus petits robots autonomes entièrement programmables jamais créés. On vient de franchir une limite technologique que l'on pensait infranchissable depuis longtemps. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble ? C'est un volume de 210 par 340 par 50 micromètres. Et dans cet espace minuscule, les scientifiques ont réussi à placer des cellules photovoltaïques pour capter la lumière et produire de l'énergie, un capteur pour mesurer la température locale, un processeur minuscule pour interpréter les instructions qu'on lui donne avec une architecture spécialement conçue pour faire beaucoup avec très peu de mémoire, et des électrodes qui produisent un courant ionique qui lui permet de se déplacer. Bref, un vrai petit ordinateur en version miniature. Chaque élément a un rôle important quand même. Oui, parce que le robot n'a pas de nageoire ou de petits bras pour se déplacer. Ouais. À cette échelle microscopique, pousser dans l'eau, c'est tout un défi. Parce que les forces physiques prépondérantes ne sont pas les mêmes. À notre échelle, à nous, c'est la gravité, l'inertie qui régissent nos mouvements, alors qu'à l'échelle microscopique, là, les forces majeures, c'est la résistance du liquide, la viscosité du liquide. Donc le mouvement fonctionne vraiment différemment. Grosso modo, le robot est équipé de 4 électrodes en platine, et en polarisant ces électrodes, ça crée un champ électrique qui va déplacer les ions du fluide dans lequel il baigne. Et ce flux ionique entraîne le liquide, et c'est ça qui génère une force de propulsion. Alors jusqu'à présent, les plus petits robots autonomes et programmables mesuraient plus d'1 millimètre. Et ça date d'il y a une vingtaine d'années. Donc ça fait un petit moment que les scientifiques travaillent là-dessus. À noter que le robot est encore au stade expérimental. Il a été testé dans un milieu liquide, contrôlé avec du peroxyde d'hydrogène, c'est ce qui permet de pouvoir faciliter la mobilité des ions. Donc on est très très loin des conditions dans un corps humain par exemple. Mais si on fait des plans sur la comète, l'idée ce serait d'améliorer la mémoire embarquée pour réaliser des tâches un peu plus complexes, autonomes, plus sophistiquées, et puis aussi éventuellement de communiquer avec d'autres micro-robots, donc on pourrait synchroniser des actions par exemple. Niveau application concrète, on vous invitera à aller lire les articles de vulgarisation ou même des chercheurs qui en parlent, notamment dans le domaine de la santé. Mais moi, je vais prendre la responsabilité. J'ai décidé qu'on ne vous parlerait pas de ces applications-là parce que je trouve que c'est de la science-fiction à cette étape-là que d'imaginer des applications médicales. Je vois beaucoup trop de limites. Donc, c'est pas la peine de se projeter aussi loin, à mon sens. Je trouve que l'actualité en elle-même de robotique est bien suffisante pour ne pas lui donner un rôle qu'elle ne peut pas prendre. L'effet wow est déjà là. Exactement. Via la miniaturisation. Quoi. Le fait de voir l'image avec le robot sur le doigt, c'est très impressionnant. Moi, je me suis un peu emballé, là, c'est clair. Là, je t'avais proposé, là, on pourrait faire ça, nanana. Toi, t'étais comme non, Toto, on s'arrête là. C'est toujours moi qui mets le haut là sur les actus de robotique. C'est bon parce que c'est vrai que dans certains articles de vulgarisation, à la toute fin, il y a des ouvertures qui sont faites, qui pourraient être intéressantes, mais qui révèlent plus de la science-fiction à l'heure où on se parle. Exactement. Donc si on est encore là dans 15-20 ans, ça me fera plaisir de dire que j'avais tort. Avec grand plaisir. D'ici là, vous pouvez tout de suite aller voter pour la prochaine photo du mois. Rendez-vous sur Ulule. Et on finit avec notre actualité mystère. Ouais. Est-ce que vous aviez trouvé la réponse chez vous ? Avec le dernier indice, ça commençait à être clair. La bosse osseuse. La réponse de cette énigme, c'était le menton. Une étude publiée en 2026 dans PLOS ONE s'est intéressée à cette partie de notre visage si particulière. Mais pourquoi les humains ont-ils un menton alors que les autres primates comme les gorilles ou les chimpanzés par exemple n'en ont pas vraiment ? Selon les scientifiques, le menton humain pourrait surtout être un effet secondaire d'autres transformations du visage et de la mâchoire au cours de l'évolution. Alors il faut d'abord rappeler que c'est assez étonnant, mais il existe plusieurs façons de définir le menton anatomiquement. Et selon la définition qu'on choisit, la frontière entre avoir ou ne pas avoir un menton, elle n'est pas toujours aussi simple. C'est important parce que pour comprendre son origine évolutive, il faut d'abord savoir précisément de quoi on parle et ce qu'on mesure. Et pour tester leurs hypothèses, les chercheurs ont analysé des centaines de crânes et de mandibules d'humains et de grands singes modernes. Ils ont mesuré différents détails anatomiques et ont intégré tout ça dans un arbre évolutif pour remonter le temps de manière statistique et voir comment a évolué le menton. Alors le menton humain aurait évolué largement comme un écoinçon, spandrel en anglais, si jamais c'est
plus familier pour vous, c'est-à-dire comme un sous-produit de la sélection sur d'autres traits, notamment la réduction de la dentition antérieure et des changements crânio-faciaux liés à l'évolution des homininés, probablement en lien avec la bipédie. En gros, on n'aurait pas sélectionné un menton, parce qu'avoir un menton a priori ne comporte pas d'avantage évolutif, on aurait plutôt remodelé le reste du visage et le menton serait apparu en conséquence. Attention par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Il renforce notre mâchoire quand on mâche par exemple, mais il n'a pas été sélectionné pour ça à la base. On appelle ça une exaptation. On a remodelé le reste du visage, le menton est apparu en conséquence et il s'est avéré utile. Et puis d'ailleurs, dans une entrevue dans un journal où il passait un des scientifiques en entrevue, il y avait une analogie qui m'a particulièrement marqué. C'est comme si tu construis un escalier dans une maison. Tu construis l'escalier et en dessous, tu as un espace qui apparaît. Bah, tu l'as pas désiré, cet espace-là, il est là parce que tu as l'escalier. Bah, c'est un peu la même chose. Cet espace, bah, tu peux l'aménager et en faire ce que tu veux. Il est apparu grâce à l'escalier. Bah, c'est pareil pour le menton. C'est quand même drôle. J'aime beaucoup cette analogie, elle est très chouette. Ouais. Évidemment, ça ne veut pas dire que le dossier est définitivement clos. Les auteurs eux-mêmes restent prudents. Comme toujours en évolution, on ne remonte pas le temps directement. On reconstruit des scénarios à partir de morphologie, de phylogénie, de statistiques de fossiles, etc. Mais ce papier apporte un argument contre l'idée selon laquelle notre menton aurait été sélectionné pour quelque chose. Et c'est peut-être ça le plus fascinant, notre menton n'est pas forcément là parce qu'il servait à quelque chose en lui-même, il est peut-être là parce que tout le reste de notre visage a changé, mais je pensais pas qu'on allait traiter un sujet aussi clivant dans Avec Zessie. Les bras m'en tombent. Menton. Oh my, je savais pas. Tu l'as pas ? Maintenant oui. Mais il a fallu que les bras m'en tombent, ouais. Que je le... Celle-là, je l'ai préparée, ça fait 24 heures que je l'ai en tête. C'est vrai. Mais tu vois, elle n'est pas passée. C'est celle-là. Mais peut-être que les gens ont compris. Ouais, tu penses ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. Voilà. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, et particulièrement sur les blagues de Thomas. Ça nous intéresse particulièrement. Mettez une note de 1 à 5. T'es sûr que tu veux la note ? Non. Ou alors on rajoute des suggestions par IA dans les commentaires pour voir si ça influence. N'hésitez pas à nous soutenir également, cette émission ne dépend que de vous, vous l'aurez compris, on l'insiste quand même assez souvent. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. Premièrement, la dernière vidéo de Syllabus qui parle de la fragilité de notre genou humain. Si vous avez aimé la dernière actualité sur le menton, cette vidéo-là devrait vous intéresser. Notre dernière émission d'Actu Scientifique, on discute de l'impact du plastique sur notre espérance de vie, d'électricité sur Mars, d'un robot, un autre, très rigolo, et une actualité, comme toujours, une actualité mystère. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch, Science à la carte et ses autres plateformes. On vous remercie. Dites-nous en commentaire quelle actu vous a le plus marqué. On vous écoute, on vous lit toujours, et on vous dit à dans 2 semaines. Bye bye. Pour le débrief de ce mois-ci, on a les actualités à vous donner, les autres photos qui n'ont pas été sélectionnées, dont on n'a pas parlé dans l'émission. Il y en avait 3 autres, des photos, donc on vous explique de quoi il s'agissait. Alors la première photo qui ressemble à une...